Cadré, oui. Cadré, il se trouve que cet axe économie de l'agriculture irriguée euh, est un des quatre axes de travail du COSTEA. Les trois autres, tu les as pas rappelés tout à l'heure, étant le foncier irrigué, enfin eau et foncier, gouvernance et performance agricole et agronomique et environnementale. Alors, bon, il était important, un an après le démarrage du COSTEA, de commencer à parler d'économie. C'est quand même le nerf de la guerre. Et ce qui est probable, c'est que la période d'environ un peu 15 ans pendant laquelle il y a eu un désintérêt assez général pour l'investissement dans le domaine de l'agriculture irriguée, bah, c'est la conséquence de l'échec de tout ce qui avait été réalisé dans les 20-25 ans qui ont suivi, 30 ans qui ont suivi la fin de la guerre. Projets qui ont donné des résultats décevants, alors qu'ils avaient quand même coûté beaucoup d'argent. Les systèmes qui ont été créés à cette occasion-là se sont avérés finalement insuffisamment robustes, notamment face aux évolutions, hein, évolutions économiques, mais aussi évolutions sociales, évolutions réglementaires, hein, sachant par exemple réglementaire, alors c'est à la fois social et réglementaire, hein, les questions de l'environnement, de la prise en compte des contraintes environnementales et des milieux, c'est quelque chose qui aujourd'hui s'impose à tout le monde et à toutes les actions publiques et privées, alors que en 1960, personne ne prenait ça réellement en compte. Bon, les organisations qui ont été mises en place, qu'elles soient techniques ou financières, elles n'ont pas été capables d'assurer la durabilité des infrastructures. On a aujourd'hui des infrastructures qui sont très très souvent en assez mauvais état et qui, par voie de conséquence, assurent assez mal le service qu'elles sont destinées à rendre. Et puis, la conséquence de tout ça, c'est qu'il faut qu'on s'interroge sur la pertinence des modèles économiques, les modèles économiques qu'il faut adopter pour le développement d'irrigation. Alors les modèles, pourquoi je dis les, c'est qu'il n'y en a pas qu'un, hein, des contextes très différents, régionaux, notamment, mais pas seulement régionaux, hein, sociaux, techniques, font qu'il y a sans doute plusieurs modèles à considérer comme modèle de référence. Alors il faut évidemment prendre en compte les retours d'expérience et puis les évolutions dont je parlais à l'instant, qui déterminent quand même la façon dont les choses doivent être conduites. Alors, de quoi faut-il tenir compte aujourd'hui? C'est que la gestion intégrée des ressources en eau à une bonne échelle, hein, que ce soit à l'échelle du bassin ou celle d'un territoire pertinent, c'est aujourd'hui quelque chose d'acquis. Hein. C'est cette gestion intégrée des ressources en eau qui va déterminer les principes, à minima, les principes de l'allocation des ressources. La gestion de la demande aussi, là où on est dans des principes assez largement acceptés, c'est l'outil qui va permettre de limiter la pression sur la ressource et de la partager équitablement. Je parlais tout à l'heure d'infrastructures en mauvais état. Je crois qu'il faut partir et prendre l'hypothèse que ce patrimoine construit doit être géré à très long terme. On n'est pas du tout dans une logique industrielle et les coûts sont assez fortement impactés par cette gestion à long terme. Le service de l'eau collectif, si on est dans des systèmes collectifs, on ne parlera bien sûr pas que des systèmes collectifs, mais il faut aussi qu'ils soient durablement financés. Sachant que, on verra que de la qualité des services dépendent beaucoup de choses, et notamment l'acceptabilité du paiement d'une redevance par les usagers. Alors, il y a un phénomène qui est assez fréquent, hein, c'est dès lors qu'on a au même endroit un système collectif et une ressource libre d'accès, eh bien, il y a une concurrence entre les deux. Concurrence entre les deux, et c'est typique hein, des systèmes où on a à la fois une desserte collective d'eau de surface et une nappe disponible à faible ou moins faible profondeur. Eh bien, on a une irrigation individuelle qui vient très fortement perturber la gestion collective.
Et enfin, il y a, et il ne faudra pas les négliger, de nouveaux modes de financement qui sont apparus, de nouveaux acteurs, on en parlera tout à l'heure, et des modèles de tarification qui sont différents de ce qui était imaginé à l'époque de ces périmètres qui aujourd'hui sont relativement défaillants. Alors quelle mission a été assignée à ce groupe de travail? C'est d'abord d'identifier les modèles économiques qui vont permettre une agriculture irriguée durable, aux bonnes échelles et dans différents contextes. Tout ça pour contribuer à des décisions d'investissement, on est quand même à l'AFD ici, hein, pour réhabiliter et moderniser des périmètres, pour en créer de nouveaux, mais aussi dans le domaine plus soft de transfert de compétences, de formation, d'organisation ou de mise en place de contextes institutionnels et de gouvernance. Et enfin, il faudra bien que pour faire tout ça, il y ait un minimum d'accord sur quelles sont les conditions économiques du succès de ces projets et le succès de ces investissements. Alors, cette démarche, on peut la diviser en trois grandes parties, hein. La première, c'est l'objet de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est en quoi consiste le coût complet de l'irrigation. Jean-Luc tout à l'heure disait, bon, c'est très cher et on n'est même pas sûr que tout soit pris en compte dans ces coûts-là. Bah, mettons-nous d'accord sur ce que ça comporte, hein, ce coût complet de l'irrigation. Bon, les coûts d'investissement, bien sûr, collectifs, mais aussi individuels au niveau de la parcelle. Sachant que, on va voir de la même façon pour les coûts d'exploitation et de maintenance, le coût d'investissement est corrélé au niveau de service. Si on veut un niveau de service élevé, il faut un investissement élevé. Si on peut se contenter, si on ne peut pas se payer un investissement cher, coûteux, on aura un niveau de service un peu moins bon. Le besoin de maintenance est également corrélé au coût d'investissement. Infrastructure moins coûteuse, généralement plus de contraintes de maintenance. Pas forcément plus coûteuses, parce que les contraintes de maintenance de la technologie sont d'autres, mais les contraintes d'entretien courant sont souvent plus importantes. Et puis, ne négligeons pas le coût de la maîtrise d'ouvrage. Ne pas négliger le coût de la maîtrise d'ouvrage, c'est ne pas négliger la maîtrise d'ouvrage. Et la maîtrise d'ouvrage est essentielle. Et il est probable qu'un certain nombre de projets n'ont pas réussi parce qu'on avait sous-estimé les moyens à mettre dans la maîtrise d'ouvrage. Bon, les coûts d'exploitation courants, bien sûr, hein, la surveillance des ouvrages et la police de l'eau. Ne sous-estimons pas non plus ce qu'il faut mettre en termes de moyens pour la police de l'eau. Et puis, bien sûr, les coûts d'énergie si on n'a pas de desserte gravitaire. Les coûts d'entretien et de maintenance, ordinaires, hein, donc pour que ça continue à marcher, sachant que quand on fait un choix de niveau de maintenance, c'est aussi un choix de niveau de service et un choix de durabilité. Les coûts de maintenance à long terme, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein. Un système n'est pas construit pour durer 20 ans, il est construit pour durer à durée indéterminée. Il faudra donc qu'il se modernise, qu'il s'adapte au changement de son environnement. Et cette gestion de maintenance à long terme, elle doit se faire, me semble-t-il, dans une logique patrimoniale. Et enfin, il ne faut pas oublier que dans le coût complet de l'irrigation, il y a les coûts d'opportunité de la ressource et le coût des externalités négatives ou positives, hein, sachant qu'une externalité négative a un impact, donc un coût qui est généralement à supporter par la collectivité, mais une externalité positive, pour qu'elle puisse exister, elle peut générer des coûts elle aussi. En regard des coûts, il y a les valeurs ajoutées et les bénéfices. C'est le deuxième chapitre de la réflexion du groupe de travail. Donc, bien, le premier bénéfice, le premier produit, c'est la production agricole, agro-industrielle. Il y a un lien très fort aussi entre le niveau de production et la qualité du service. N'oublions pas que l'irrigation, c'est d'abord un outil de sécurisation de la production. La différence essentielle entre l'agriculture irriguée et l'agriculture non irriguée, c'est que la première est sécurisée alors que la deuxième est soumise aux aléas du climat. Il y a des bénéfices induits. Bon, il y a des développements économiques au sens large, avec en particulier les filières. Hein. Il y a le maintien de la population en milieu rural. Donc, si on n'arrive pas à faire vivre les gens en milieu rural, ils vont aller grossir les bidonvilles autour des villes. Autre problème et autre
questions sociétales et autres coûts sociaux et politiques. L'aménagement du territoire, créer une infrastructure hydro-agricole, c'est aménager le territoire. Et puis l'irrigation valorise le foncier. Une terre qui est à l'irrigation, elle se vend plus cher qu'une terre qui n'est pas à l'irrigation. D'ailleurs, avec les effets pervers que ça peut induire. Il peut y avoir des gains lorsque l'approche intègre les usages multiples de l'eau. Et l'effet d'échelle est sans doute un des gains potentiels lorsqu'on considère pas seulement l'eau agricole, mais le service aux différents usages et notamment l'énergie. Ce que j'ai dans le petit papier que j'ai rédigé, qui est la note de cadrage dont j'ai tiré cette présentation, j'appelle ça cycle court. Hein. C'est dans un système hydraulique, si on produit de l'énergie, réemployer le produit de l'énergie produite immédiatement pour l'équilibre du compte d'exploitation du système, c'est sans doute plus pertinent que de séparer les deux et puis de re-rentrer le produit de l'énergie dans une économie globale. C'est pour ça que j'ai appelé ça cycle court. Et puis il y a des externalités qui sont valorisables en tant que produit. Hein. Il y a des services écosystémiques, on en parle beaucoup chez nous, avec les paysages, mais pourquoi il faut en parler ailleurs, Je veux dire, il y a un effet ensuite induit de l'effet induit qui est le tourisme. Le tourisme aujourd'hui, y a-t-il une région du monde qui n'ait pas un potentiel touristique? Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et donc, c'est un effet induit de l'agriculture irriguée. Et puis, l'agriculture irriguée peut être un outil de traitement et de lutte contre, de traitement des pollutions. Hein, si on prend l'irrigation à l'aide d'effluents de stations d'épuration, l'étage d'utilisation de l'eau pour l'irrigation, ça peut être un étage de traitement ultime. Et enfin, le troisième volet de la réflexion du groupe de travail, c'est quel modèle de financement et quel mécanisme de gestion. Il faut d'abord se mettre d'accord sur la part de la couverture des coûts qui va incomber respectivement à la collectivité, aux collectivités, différents niveaux de collectivité, aux usagers de l'eau bien sûr, et puis aux investisseurs. J'ai dit entrepreneur parce que je souhaite toujours distinguer l'investisseur entrepreneur de l'investisseur spéculateur. Ce n'est pas inutile à mon avis de bien distinguer les deux. Il faudra qu'on traite et qu'on réfléchisse sur les conditions du consentement à payer de la part des irrigants. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient prêts à payer? Parce qu'il faut bien qu'ils payent le service ou au moins une partie du service. Quels sont les instruments économiques de gestion? Bien sûr, la subvention, donc le produit de l'impôt, une taxation directe. La tarification, c'est aussi un outil, un instrument économique. Les marchés, le marché évidemment agricole, mais aussi, il y a certains pays qui ont fait le choix de gérer économiquement la ressource en eau notamment, en organisant et mettant en place des marchés de l'eau. Ensuite, il faudra qu'on réfléchisse à l'efficacité économique des modes de gestion des ressources en eau et du service de l'eau. Quel est le meilleur opérateur? Est-ce que c'est le public, l'État ou la collectivité? Quelle est la part que peuvent prendre utilement les opérateurs privés? Jusqu'où peuvent aller les irrigants eux-mêmes en prenant en charge une partie de la gestion? Et puis, la question des quotas, dans certains cas, il faut bien utiliser ce mode de gestion et il a forcément un impact sur l'économie de l'irrigation. Et enfin, on parlait d'usages différents de l'eau. Les tarifications sont forcément différenciées entre les usages. Est-ce qu'il y a capacité à ce qu'il y ait solidarité entre ces différents usages? Quelles sont les conditions de la faisabilité de cette solidarité? Voilà campé le décor et les termes de référence grossièrement de ce groupe de travail, qui n'a pas encore travaillé, et qui va commencer cet après-midi avec un premier atelier, puisque cet après-midi, il y aura un atelier consacré à chacun des 4 axes. Merci de votre attention.